Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais, je suis en retard sur mes vidéos, mais en fait je me suis rendu compte que les sortir le lundi et le vendredi ça me convenait pas forcément par rapport à comment j'organise mes semaines. Et je pense maintenant, si j'y arrive, en sortir une le mercredi et en sortir une le samedi ou le dimanche. Ça sera toujours par rapport à si j'arrive à faire 2 vidéos dans la semaine. Sinon, au pire, je pense qu'il y en aura une au moins qui sortira le mercredi. Voilà, donc j'essaie de mettre en place, de trouver en fait un rythme qui me convient, qui n'impacte pas trop sur ma vie familiale, etc. Donc voilà, on va y arriver au fur et à mesure. On se retrouve aujourd'hui pour un point lecture. Donc j'ai pas mal de livres à vous présenter puisque ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de point lecture. Donc ça arrive de me prendre un peu de temps. Je vous invite à aller prendre un petit café, un thé, un chocolat pour vous installer confortablement et puis en avant pour les lectures. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est Phobos, le tome 2. Donc j'avais beaucoup aimé le tome 1. Donc je vous remets dans l'histoire. Donc Phobos, c'est la NASA qui a fait faillite et l'État pour refaire rentrer de l'argent dans cette entreprise qui explore l'espace, a décidé de faire un speed dating de l'espace, donc en envoyant 6 jeunes femmes et 6 jeunes garçons. Donc ils ont entre 16 et 21 ans, je crois, un truc comme ça. Enfin, ils ont une moyenne d'âge de 18 ans. Et donc ils sont dans le tome 1, on suit comment dire, leur avancée, enfin leur arrivée dans le vaisseau spatial qui doit les emmener sur Mars. Donc voilà, ça c'est dans le tome 1. On va suivre donc toute leur aventure dans le vaisseau spatial, leur avancée dans l'espace, etc. Leur préparation une fois arrivés là-bas, puisque voilà, arrivés sur Mars, ils vont devoir vivre. Et on va également suivre leur rencontre parce qu'en fait les filles et les garçons sont séparés, ils sont dans 2 compartiments entre guillemets différents. Et chaque jour, une fille peut rencontrer un garçon, mais seulement pendant 6 minutes dans le parloir, entre guillemets, là où, de toute façon, ils sont filmés tout le temps, hein. C'est une série, c'est une télé-réalité, donc ils sont toujours filmés. Mais ils peuvent se voir qu'à ce moment-là, et s'entendre qu'à ce moment-là, sans se toucher, parce qu'il y a une paroi qui les sépare. Voilà, donc ça c'est le but de Phobos. Donc sachant que à la fin du tome 1 on s'arrête sur un gros suspense, donc on recommence le tome 2, donc là où on s'est arrêté, donc ça c'était bien parce que ça nous a pas fait rater des étapes, on les retrouve là où on était. Et on va, donc attention, un petit spoil, mais bon en même temps j'ai pas vraiment le choix, donc je vous préviens au cas où, si vous n'avez pas encore lu le tome 1 entièrement. Voilà, pour pas vraiment être spoilé, je vous invite à couper là si vous voulez. Donc, dans le tome 2, on voit une décision et ils arrivent, donc on voit leur arrivée sur Mars et tout ce que ça implique, la découverte de leur habitat. Je ne trouvais plus le nom. Voilà, la découverte de leur habitat. Voilà, donc on va également suivre les idylles, puisque le but c'est que une fois qu'ils se sont rencontrés et qu'ils ont décidé avec qui ils voulaient faire entre guillemets, qu'ils voulaient faire leur vie, une fois arrivés sur Mars, on célèbre leur mariage. Voilà. Donc on va suivre leurs idylles, on va suivre les tensions qui peuvent également se créer entre certains membres. Donc j'ai trouvé plutôt sympa. Donc la lecture est toujours aussi fluide, ça se lit très très vite. Il fait quand même 496 pages, mais franchement il se lit super vite, il y a du suspense tout le long, il n'y a pas de moment où on s'ennuie, donc j'ai trouvé ça très agréable. J'ai hâte donc de lire le 3e tome et le 4e. Bien que, d'après ce que j'ai compris, le 4e c'est pas le meilleur. Il y aurait des passages un peu what the fuck dans le 4e, en mode qu'est-ce que l'auteur a fait. Mais bon, je veux me faire mon propre avis et donc je vais finir de lire cette saga. Donc je pense assez rapidement. J'ai enfin récupéré ma liseuse, donc elle était totalement reformatée. Comme je vous disais, je vais essayer d'aller voir au Furet du Nord s'ils peuvent me la rembourser, puisque 2 fois de réparation en 9 mois c'est bon.
Donc qui sait peut me la rembourser. Et dans ce cas-là, je pense que j'irai à la FNAC pour m'acheter une Kobo. Et sinon pas en magasin, je me l'achèterai via internet. Voilà. Et je pense prendre la dernière Kobo. Comme c'est mon anniversaire fin de semaine, je pense demander un petit budget pour m'acheter ma Kobo. Bref, c'est tout. Mais bon, en fait, mes phobos, ils sont en numérique. Donc en fait, si j'ai pas mal lisé, je peux pas trop avancer sur ma saga. Mais j'ai plein de livres à lire autour de moi, donc c'est pas grave. Voilà, donc je lui ai mis la note de 4 sur 5, et je l'ai trouvé sympa. Voilà, je suis pressée de voir la suite et de voir comment ça se finit. Ensuite, j'ai lu le tome 4 et le tome 5 de Chevalier d'Émeraude. Donc pareil, la saga de Anne Robillard que vous pouvez voir là-haut. Sachant qu'il y a des tomes qui sont chez ma voisine, mais voilà, que vous pouvez voir là-haut. Cette saga, je l'adore. Donc on suit les Chevaliers d'Émeraude. Donc c'est les Chevaliers d'Émeraude, c'est un groupe de chevaliers qui ont été recrutés dès leur enfance parce qu'ils ont des pouvoirs magiques, donc ils ont des capacités magiques. Donc dès leur plus jeune âge, ils ont été emmenés au château d'Émeraude pour être éduqués, pour apprendre à utiliser leurs pouvoirs pour le bien-être de tout le monde. Ils ont eu un entraînement également de combat, puisque ce sont des chevaliers. Donc ils ont appris autant à se battre avec leurs armes qu'à se battre avec leurs pouvoirs. Et depuis le début, il y a un envahisseur qui veut prendre leur monde, en fait, qui vient, qui tue, qui essaye d'enlever des personnes. Enfin bref, c'est Amécarès, donc c'est un méchant sorcier. Et donc les magiciens d'Émeraude font en sorte de combattre donc les troupes que Amécarès déploie sur le continent. Voilà, donc on va suivre ça, donc on suit, donc on va dire la guerre. Et d'un autre côté, on suit aussi donc les chevaliers qui grandissent, qui prennent des apprentis, qui eux-mêmes grandissent et reprennent des apprentis, plus les histoires d'amour, les mariages, etc. qui se passent. Donc sachant que dans le tome 5, il y a enfin une union qui est réalisée, qu'on attend depuis le début. Donc, peut-être pas le tome 1, mais depuis au moins le tome 2. Et là, ça y est, ça arrive enfin, donc je suis contente. Voilà, donc j'adore toujours cette saga, et puis je peux pas vous en dire beaucoup plus. Le tome 4 fait 414 pages, et le tome 5 en fait 407. Voilà, donc en gros 400 pages, mais pareil, qui se lit rapidement, l'écriture est très aérée, très fluide, pas du tout compliqué à lire. Voilà, donc je peux pas vous en dire plus. L'univers, franchement, l'univers est très bien amené, sachant qu'en plus en début de livre, vous avez à chaque fois la carte du continent, plus la liste des chevaliers et de leurs écuyers, apprentis, je sais plus comment ils se disent exactement. Voilà, donc ils ont en plus, à chaque début de livre, on a la liste. Donc première génération, deuxième génération. Donc première génération, c'est les tout premiers chevaliers avec donc leurs apprentis. Deuxième génération, c'est les apprentis qui étaient de base de la première génération, qui sont devenus chevaliers et qui eux-mêmes ont pris des apprentis. Voilà, et à chaque fois, il y en a de plus en plus. Voilà, donc c'est ça qu'on retrouve au tout début du livre, ce qui permet, quand on est un peu paumé, de pouvoir se remettre et savoir se repérer, savoir qui est qui, etc. Voilà, donc rien à vous dire de plus, j'adore toujours autant les Chevaliers d'Émeraude. Ensuite, j'ai lu, parce que vous l'avez choisi sur Instagram, La Pâtisserie Bliss, La Pâtisserie Bliss, le tome 1 de Catherine Littlewood. Il fait 264 pages. Donc en fait, on va suivre une famille, donc la famille Bliss. Les parents tiennent une pâtisserie dans une petite ville, vraiment le petit patelin quoi. Ils ont 4 enfants, donc ça fait garçon-fille, garçon-fille. Voilà, sachant que la petite dernière a 3 ans. Après, ça fait 8 ans, 12-13 ans et 16-17 à peu près. Non, vous direz exactement l'âge précis, je peux plus vous dire, mais voilà, en gros c'est ça. Donc les gâteaux des parents Bliss arrivent à guérir, à régler des problèmes. Ils sont magiques. Voilà. Et arrive un moment, donc quelqu'un va venir pour leur demander d'aller dans sa ville à elle, puisqu'il y a une grande épidémie et il n'y a rien, les médecins n'arrivent pas à soigner, etc. Et les gens n'arrivent pas à se remettre. Donc les parents Bliss vont y aller, mais ils vont dire avant à leurs enfants qu'ils ont quelque chose à leur dire.
Donc ils vont emmener les deux plus grands dans une chambre secrète où il y a un livre. Donc c'est un livre de recettes et ce sont des recettes magiques. Les parents confient la clé à Maddy, je crois qu'elle s'appelle, donc la plus grande fille, en lui disant de ne jamais aller dans cette pièce, de ne pas ouvrir le livre, de ne pas lire les recettes, de voilà, le laisser à sa place, ne pas se préoccuper, sauf si évidemment il y a le feu. Dans ce cas-là, il faut sauver le livre en priorité. Voilà. Donc ensuite, voilà, donc tout va bien, donc les parents s'en vont, ils laissent leurs ados chez eux. Donc sachant qu'ils ne sont pas tout seuls non plus, hein. On a l'employé de la pâtisserie qui est là, une dame qui vient les aider, enfin bref, ils ne sont pas non plus livrés à eux-mêmes tout le temps. Et en fait, imaginez-vous, vous dites à des ados, on a un livre magique, il ne faut pas y toucher. D'après vous, qu'est-ce que les ados vont faire? Voilà, ils vont automatiquement faire les curieux, et de là il va y avoir des péripéties qui vont arriver. Donc pas forcément que de bonnes péripéties, il va se passer pas mal de choses. Donc et on va suivre donc cette aventure de ces ados qui font un petit peu qui commencent à tester un truc, ça ne tourne pas comme ils avaient prévu, et au final ils vont essayer de réparer leurs bêtises. Donc voilà, donc on va suivre ça. Donc les plus que j'ai trouvé dans cette histoire, j'ai trouvé que l'histoire de fond était bien conçue en fait. J'ai trouvé assez original en fait cette histoire de livre avec des formules magiques pour faire des gâteaux spéciaux, etc. J'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé sympa aussi le nom des personnages, donc les noms de famille des personnages qui s'accordent un peu à leur caractère, etc. J'ai trouvé ça pas mal, enfin j'ai trouvé ça une petite touche assez sympa. Bon, par contre les moins, parce qu'il y a malheureusement des moins, je les trouvais assez longs à lire, donc c'est un peu zizi pourtant, mais j'ai trouvé que, enfin j'ai du mal à me mettre dedans, j'ai trouvé que c'était long à arriver, etc. Donc voilà, après c'est toujours mon point de vue. Et donc voilà, donc je pense que c'est le style d'écriture qui a fait que je n'ai pas spécialement accroché. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est un tome 1 qu'il faut que ça se mette en place? Je sais pas. Donc je tenterai le tome 2 pour voir si c'est le style d'écriture ou le style d'histoire qui au final ne me convient pas, ou est-ce que j'ai accroché au tome 2 et que le tome 1 c'était une mise en situation. Je ne sais pas, donc on tentera quand même. Pour celui-ci, je lui ai mis la note de 3 sur 5. Comme je n'ai pas méga accroché, mais que l'histoire de fond était pas mal quand même, je lui ai mis au-dessus de la moyenne quand même. Et il faisait 264 pages. Donc c'est pour ça que c'était un peu dommage de le trouver long, alors qu'il ne prend pas beaucoup de place, enfin qu'il n'est pas très, très épais. Voilà. Ensuite, on va y arriver. J'ai lu La théorie de l'élastique de Anne-Françoise de Bruyne, que j'ai emprunté à la médiathèque parce que la couverture me tentait, je trouvais, enfin le titre m'interpellait, donc je me suis dit je vais le tenter. Alors dans ce livre, nous allons suivre une petite fille, donc Clara, qui vit toute seule avec sa mère, qui n'a jamais connu son père. Elle est en 6e, je crois, un truc comme ça, elle a une douzaine d'années. Sa mère a une théorie, donc en fait d'où le titre du livre, c'est la théorie de l'élastique. Donc c'est que chaque personne est reliée à une autre, donc aux personnes que l'on connaît, que l'on fréquente, que l'on aime, on est rattaché par un élastique invisible. Et même si la personne s'éloigne et que l'élastique s'étire, il ne se casse pas. Et ensuite quand les personnes se retrouvent, l'élastique peut reprendre sa place. Voilà, donc d'où le titre. C'est pas vraiment un spoil parce qu'on le sait dans les toutes premières pages. Donc, et puis ça n'a pas, entre guillemets, grande importance dans l'histoire, à proprement parler. Donc, on reprend où j'en étais. Donc on suit Clara qui donc est au collège. Il y a un jeune garçon qui arrive, qui est un peu plus âgé, mais qui se retrouve quand même dans sa classe. C'est un réfugié syrien. Non, un réfugié afghan.
excusez-moi. C'est un réfugié afghan qui vient et qui va expliquer un peu son parcours, comment il a échappé à son pays, avec ses parents et ses sœurs. Les problèmes qu'ils ont rencontrés sur la route, les personnes qui les ont aidés, donc les membres de la Croix-Rouge, et voilà, donc plusieurs choses comme ça. Clara va se lier d'amitié avec Anis, oui, avec Anis. Donc ils vont se voir régulièrement. Elle, sans forcément en parler, en fait, elle va aller le voir comme ça, mais elle va pas forcément le dire à sa mère et à son grand-père qui la garde les mercredis. Et un jour, un matin, Clara va disparaître. Voilà. Donc là, la police va faire des recherches, etc. Mais nous n'allons pas suivre cet aspect-là de l'histoire. Nous allons suivre Clara dans ce qu'elle est partie faire. Je peux pas vous le dire parce que sinon ce serait un gros spoil. Donc on va suivre Clara, donc toutes ces péripéties qu'elle va découvrir. Voilà, les péripéties qu'elle va rencontrer. Et voilà, donc on va suivre l'aventure de Clara. Et on connaîtra ce qui s'est passé à la fin de l'autre côté, on va dire, du miroir, entre guillemets. Voilà, donc j'ai trouvé que le bouquin était assez sympa, l'écriture est fluide, il se lit très rapidement. Le sujet, d'après moi, n'est pas beaucoup poussé. Enfin, c'est pas qu'il n'est pas poussé. J'aurais, je pense, préféré que ce soit plus poussé au niveau des réfugiés afghans et de ce qu'ils vivent. D'un autre côté, on voit quand même un aspect qu'on voit pas forcément au journal télévisé, etc. Donc c'est pas plus mal. Ensuite, c'est un livre jeunesse. Donc évidemment, il ne peut pas pousser autant que sur un livre adulte. Donc ça, je le comprends. Je pense qu'il faudrait que je parte sur un livre plutôt qui parle de ce sujet dans le rayon adulte pour avoir une histoire un peu plus poussée. Donc voilà. Mais sinon, je trouvais ce livre assez sympa, rapide à lire, fluide, et puis avec des sujets de fond plutôt sympas. Une belle des recherches de soi-même et un bon moyen de se rendre compte aussi de ce que d'autres personnes vivent. Voilà. Une belle histoire de vie. Tout simplement. Donc j'ai mis la note de 3,5 sur 5 et il fait 202 pages. Ensuite, je vous avais dit que cette vidéo serait longue. J'ai lu Les 5 éléments, le tome 1, donc la tablette d'émeraude, de P.J. Hoover. Donc pareil, c'est un livre que vous avez choisi sur Instagram. Je ne trouvais plus le nom. C'est une lecture que vous avez choisie sur Instagram. Donc on suit une bande de potes qui sont un collège, début lycée, je dirais, à peu près, donc 14, 15, 16 ans. On n'a pas l'âge exact des gamins. Donc voilà, on va suivre donc ces 4 ados qui partent en expédition sauvage, on va dire, pour découvrir une caverne secrète. Voilà, donc on n'en sait pas plus, ils se retrouvent, ils sont dans les égouts, ils vont aller explorer. On apprend qu'il y en a un des 4 qui doit déménager fin de semaine. Et donc, pour cela, ils veulent profiter à fond du temps qui leur reste. Donc, ils vont y aller, ils vont découvrir une salle. Ils vont faire... donc, à la base, ils cherchaient une salle dite spéciale pour faire le pacte de l'amitié. Vous savez, le pacte où... qu'on voit souvent dans les films, etc. Où chaque personne se coupe le doigt, met une goutte dans un gobelet ou frotte le doigt à l'autre, enfin un truc comme ça. Donc ils vont faire ce pacte-là pour se dire on sera amis pour la vie, on sera liés pour la vie, même si tu déménages, voilà, on sera toujours amis. Mais le problème, c'est que en faisant ça, les ados vont se retrouver au cœur de phénomènes inexpliqués. De magie, de pouvoir, de bêtes, de monde parallèle, au milieu de plein de choses qu'ils ils pensaient pas, ils étaient juste venus faire un pacte d'amitié. Voilà, ils demandaient rien de spécial. Donc j'ai trouvé l'histoire bonne dans le fond. Par contre, pareil, j'ai trouvé ça très long à se mettre en place,
Je pense que c'est le tome 1 parce que j'ai commencé le tome 2, j'ai lu genre 50 pages. Ça se met en place tout de suite. Alors que là, dans le tome 1, il a fallu attendre plus de 200 pages pour que l'histoire se mette, enfin que ça commence à bouger. Donc j'ai trouvé ça très très long à se mettre en place. Il y a quand même des livres jeunesse, enfin jeunesse young adulte. Donc s'il faut que les gamins ils attendent 200 pages avant d'avoir quelque chose qui se bouge, je pense qu'ils vont abandonner rapidement le bouquin. Une fois que c'est entamé, une fois que l'histoire est mise en place, elle est mise en place, ça bouge et ça y va. Mais il a fallu attendre un bon petit moment pour que ça se mette en place et on va dire que ça m'a dérangé. Sur un livre de 400 pages, attendre plus de la moitié pour que ça se mette en route, j'ai trouvé ça vraiment long. Voilà, comme je disais, donc je m'attendais à une écriture plus dynamique. J'avais dit que je lirais le tome 2 pour savoir comment ça se passe. Je l'ai entamé, donc on voit que là tout de suite ça a l'air d'être beaucoup plus rapide à se mettre en place dès le début. Je fais une 50aine de pages, donc je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Vous aurez le tome 2 dans un prochain point lecture. Voilà, et donc je lui ai mis la note de 3,5 sur 5 parce que, comme je vous disais, la grosse première moitié m'a dérangé parce que c'est trop long. Par contre, j'ai bien aimé la deuxième moitié. Voilà. Bon, on passe au dernier livre. Sachant que depuis j'en ai relu, mais je pense que la vidéo va être beaucoup longue. Donc on va s'arrêter là. Donc je vous en présente encore un. Et ensuite, la suite, ce sera pour le prochain point lecture. Donc, le dernier livre que j'ai lu, et que je vais vous présenter plutôt, c'est Gardien des cités perdues, le tome 1 de Shannon Messenger. Donc oui, je sais, vous allez tous me le dire. T'as pas lu les Gardiens des cités perdues? Mais tu sais qu'ils ont sorti 8 tomes? Oui, je sais. Je sais. Mais en fait, j'en avais pas spécialement entendu parler de cette saga. J'en ai entendu parler donc là sur les réseaux avec ceux qui ont lu le tome 7 ou le tome 8 dernièrement. Et donc, je m'y suis intéressée. J'ai emprunté le tome 1 à la médiathèque. Attention, il est comme quoi le tome 1. Il est énorme. À prendre en main, il est vachement lourd, vachement pas pratique. Les prochains, je vais essayer de me les trouver en e-book, quoi. Je vais me les acheter en e-book parce que s'ils sont tous aussi gros, je me suis pété les poignets à vouloir les lire. Le fait de le tenir comme ça, c'était hyper méga lourd. Bref, vous en avez rien à faire. Mais le livre papier en lui-même est super lourd à porter. C'est pas le bouquin qu'on prend dans son sac à main pour attendre le bus. Non. Voilà, en même temps, le premier tome fait 517 pages. Donc, comment vous dire qu'il y a de quoi faire déjà. Donc, j'ai donc entamé les Gardiens des cités perdues, j'ai lu le tome 1, donc oui, ça me fait encore entamer une saga alors que j'en ai plusieurs en cours, mais c'est pas grave, j'aime bien avoir des sagas en cours et puis c'est tout. Donc, on va suivre Sophie qui a 12 ans, qui depuis plusieurs années se sent différente des autres. Elle a une mémoire photographique, c'est-à-dire qu'elle... elle est en classe, le prof écrit le cours au tableau ou donne un polycopier ou un graphique ou une carte, enfin n'importe. Elle a juste à le regarder 10 secondes et elle peut la reproduire, quoi. Elle l'a mémorisé pour toute sa vie. Donc évidemment, ça lui a donné de l'avancée extraordinaire en classe. Et actuellement, en 12 ans, elle est en terminale. Elle va rentrer en la fac l'année prochaine. Donc elle est aussi énormément décalée par rapport au groupe d'étudiants qu'il y a autour d'elle, puisque elle n'a pas du tout le même âge, elle n'a pas forcément la même maturité, les mêmes centres d'intérêt, etc. Donc c'est compliqué pour elle s'intégrer. Et pour compliquer encore plus la chose, Sophie, depuis qu'elle a 5 ans et qu'elle a fait une chute, elle entend les pensées de tout le monde. Mais de tout le monde. Tout ce que les gens pensent. Tout le temps. Sans répit. Ce qui est aussi compliqué pour elle tenir une conversation avec quelqu'un quand elle entend les pensées de toutes les personnes autour. Les sorties de groupe sont très compliquées. Voilà, donc pour on va dire pour être à l'abri de ça, elle écoute de la musique avec des écouteurs. Voilà, pour essayer d'atténuer les pensées des autres. Donc, on va commencer par un épilogue où Sophie est enfermée, ligotée, kidnappée. Et on n'en sait pas plus.
Puis on arrive au chapitre 1, où on retrouve Sophie, 12 ans, au musée, avec sa classe, pour une sortie pédagogique. Et voilà, donc une sortie traditionnelle. Elle arrive à moi, elle s'éloigne un peu de son groupe, et là, un garçon d'à peu près son âge va l'accoster, avec le journal qui a écrit un article sur elle, en lui disant « c'est toi ?» Et elle lui dit oui, puis il commence à vouloir lui dire, en gros il lui dit que elle a rien à faire là, etc. Il veut l'attraper par le bras ou je sais pas trop quoi. Donc elle finit par s'en aller. En plus il y a un groupe de gamins qui arrivent, qui ont des pensées assourdissantes, et donc Sophie manque de tomber dans les pommes, donc elle finit par s'enfuir du musée. Le garçon lui court après, la rattrape et lui annonce qu'elle n'est pas humaine. Que en gros il faut, donc là c'est pas un spoil parce que c'est ce qui est écrit derrière la couverture, donc c'est la 4e de couverture, lui apprend qu'elle n'est pas humaine et qu'elle va devoir quitter le monde qu'elle connaît, donc sa famille, ses amis, la terre, etc., parce que c'est pas là c'est pas sa place, elle a pas sa place là. Donc Sophie, étant donné qu'elle s'est toujours sentie différente entre guillemets, n'est pas trop choquée, mais quand même, enfin, elle a 12 ans. Donc il faut quand même se mettre à sa place. C'est d'être compliqué quand même à vivre à 12 ans, te dire t'es pas humaine, ta place n'est pas ici. Donc voilà, donc Sophie va découvrir donc ce nouveau monde. Elle va découvrir qui elle est, entre guillemets, de quelle espèce elle vient. Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais je vois pas d'autres façons de le dire, parce qu'elle va pas forcément découvrir qui elle est, tout au moins pas dans le tome 1. Voilà. Et donc le fait qu'elle arrive là-bas, dans ce nouveau monde, va l'amener à découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouveaux cours, des capacités qu'elle a, des genres de pouvoirs. Mais elle ne va pas se faire que des amis, il va aussi y avoir des personnes qui vont vouloir lui mettre des bâtons dans les routes, vouloir l'exiler, voilà, donc il va se passer plein de choses. Alors j'ai accroché dès le début, parce que là clairement, déjà vous avez un épilogue où la gamine est kidnappée, et ensuite vous revenez sur un chapitre 1 où elle est encore, elle est au musée. Déjà tout le long du livre vous dites, quand est-ce qu'arrive la scène? Quand est-ce qu'arrive cette scène où elle est kidnappée? Moi je veux savoir. Qui la kidnappe? Pourquoi? Comment ça se passe? Enfin bref. Donc déjà ça vous tient entre guillemets en haleine tout le long. Et de plus, l'histoire est bien ficelée. L'univers est hyper méga développé. On s'y projette très facilement. On est très facilement envahi par des images. On visualise très très bien l'univers que Shannon Messenger a voulu créer. Il est très addictif parce que clairement j'ai refermé le tome 1, j'avais qu'une envie, c'était de me jeter sur un tome 2. Donc je pense que cette saga va aussi être rapidement dévorée, ou va avancer de façon assez régulière plutôt, puisque je sais pas, j'ai aussi d'autres livres à lire. Les personnages sont tous très différents. Ils ont chacun leur caractère, leur personnalité. J'ai trouvé ça aussi très très bien, dans le sens où c'est pas des personnages lambda, etc., ou des stéréotypes. Sophie n'est pas la stéréotype de la gamine qui arrive comme un cheveu sur la soupe dans un nouveau monde et qui s'adapte parfaitement dès le début. Pas forcément. C'est pas l'héroïne que tout le monde attend, c'est pas, voilà. Donc là, c'est une gamine de 12 ans qui voit son monde bouleversé. Et j'ai trouvé ça très très bien, cet aspect-là de la vie. Qu'on n'oublie pas qui elle est, qui elle devient. C'est des choses qui sont un peu oubliées dans d'autres livres. Malheureusement, je vais remettre en cause genre Harry Potter, qui à 10 ans découvre qu'il est sorcier, et que ça choque pas. Il va à Poudlard, et puis tout va bien. Il s'adapte très facilement au pouvoir magique. T'as 10 ans. Voilà, bon oui certes, lui c'est un peu différent parce que il n'a pas de parents ni rien, mais genre Hermione, qui découvre qu'elle est sorcière alors que ses parents sont moldus, et qu'elle a jamais vraiment entendu parler de sorcellerie toute sa vie, ça la choque pas non plus. Elle était contente de recevoir une lettre comme quoi elle était sorcière. Voilà. Alors que là, on voit l'aspect de qu'est-ce qui se passe. Je me sentais différente, mais je m'attendais pas à ça. Et cet aspect-là, j'ai beaucoup aimé.
Bon, j'adore Harry Potter, on se remet pas en cause, hein. C'est une de mes sagas préférées que j'ai lu, le premier est sorti j'avais 10 ans, donc c'est la saga qui m'a suivi toute ma jeunesse. Mais voilà, dans ce sens-là où là on n'oublie pas entre guillemets son ancienne vie, enfin toute son enfance qu'elle a vécue en tant qu'humaine, j'ai trouvé cet aspect-là très très sympa de ce point de vue. Voilà, donc juste hâte de lire le tome 2, je lui mets la note de 4,5 sur 5 parce qu'on voilà, on a ça d'un coup de cœur, mais j'aime bien attendre un tome 2 pour voir ce que ça donne. Et je vous disais, il fait 517 pages. Voilà. C'est le dernier livre que je vais vous présenter. Je pense que j'ai mis beaucoup de temps à vous présenter celui-ci et vous allez vous rendre compte que c'est parce que j'ai beaucoup aimé. Je pense que sur toutes les lectures que je vous ai présentées, c'est celui-ci que j'ai beaucoup plus apprécié que les autres. Donc ça a vraiment été ma meilleure lecture pour l'instant pour mon mois de février. Voilà. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, à mettre un commentaire si vous avez lu des livres que j'ai lus et si votre avis diverge du mien ou si vous êtes d'accord avec ce que je vous ai dit. Suivez-moi sur Instagram, vous verrez l'avancée de mes lectures au fur et à mesure que j'entame un nouveau livre. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Et je pense d'ici une semaine ou deux pour un nouveau point lecture, puisque j'ai déjà 2 livres de lus. Un troisième est en cours, plus un audio. Il y a de quoi faire. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et lisez bien, créez bien, amusez-vous bien. Et à très bientôt. Bye!